universitaire économiste qui avait pour ambition de donner une explication rationnelle et correcte, disons, des lois économiques à tout le pays, qui était à l'époque marqué par le trotskisme, le socialisme, le keynésianisme. Il l'est encore aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas la LEPS, voici le dernier petit bulletin. Je vous en mets un autre là-bas d'ailleurs, dans un article que j'ai écrit qui s'appelle Libéralisation de la voie commerciale. Ça fait partie de ceux dont on veut se débarrasser, donc n'hésitez pas, enfin, vous regretterez de les jeter. Donc n'hésitez pas à vous servir. Je mets ça sur la table derrière. Et je cède la parole à Laurent Arnaud. Oui, merci Olivier, merci beaucoup et merci la LEPS surtout de nous accueillir encore une fois pour cette conférence avec René de la Portalière. Donc il y a pas mal de profils, c'est une conférence qui s'adresse à vous parce que vous êtes des acteurs un peu actifs, très actifs pour certains dans les milieux libéraux sur le combat des idées en politique, en entrepreneuriat. Et donc je pense qu'il y en a pas mal parmi vous, et puis moi le premier, Fergan aussi, à se poser des questions sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est bien de faire quand on veut faire avancer les idées de liberté en France, la réaliser concrètement. Et donc, quand on voit un peu les difficultés des think tanks actuels, des partis politiques, que ça rame un peu, on s'est dit, mais il faut qu'on regarde qu'est-ce qui a marché en France. Et la dernière personne à avoir fait un peu des choses en France pour la liberté, il est devant vous, et c'est René de la Portalière, qui a eu une vie. Alors, je pense que vous avez tous lu la biographie que j'avais faite. Donc vous avez eu plusieurs vies en fait, et donc bon, l'idée c'est pas de retracer tout votre parcours, l'idée c'est de poser des questions concrètes et vous appuyer sur vos expériences pour les traiter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs questions, au début des constats, pourquoi est-ce que le libéralisme échoue en France, et puis ensuite concrètement comment on fait pour faire avancer les idées de liberté. Sachant que donc l'idée c'est vraiment de parler de stratégie, on évite de parler des idées, on est tous convaincus que c'est une mafia qui nous gouverne. Je pense qu'on l'idée c'est vraiment de parler de stratégie, de marketing politique, qu'est-ce qui marche pas. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, mais s'il vous plaît les idées on les met de côté pour cette conférence, et puis on se concentre vraiment sur la stratégie. Merci alors donc à tous d'être venus. Je propose de commencer tout de suite avec une première question. Pourquoi la liberté, pourquoi le libéralisme échoue en France, selon vous, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près, parce qu'il y avait une tradition libérale en France avant, pourquoi ça ne marche plus, et puis après on enchaînera sur les autres questions. Alors je vais vous parler de l'Auvergne au XIIIe siècle. En Auvergne au XIIIe siècle, dans les familles paysannes, il y avait de nombreux enfants, c'était la misère, on prenait un enfant et on le mettait à la naissance dans un tonneau, et on le nourrissait dans le tonneau. Alors l'enfant grandissait, il était tout blanc parce qu'il ne voyait jamais le soleil, et puis il prenait la forme du tonneau. Et quand il avait fini sa croissance, on le sortait du tonneau, on le roulait à la porte des églises, et ce monstre ramenait beaucoup d'argent, ce qu'était. Et le drame pour cet enfant, c'est de ne pas pouvoir revenir dans son tonneau, parce qu'il était persuadé que l'homme était fait pour vivre dans un tonneau. Eh bien, nous sommes tous des enfants auvergnats. Depuis que nous naissons, on vous apprend, et plus vous êtes sortis, plus vous avez de diplômes, plus vous avez baigné dans le système éducatif, on fait de vous des enfants auvergnats, on fait de nous des enfants auvergnats. Et nous sommes persuadés, et donc, si vous voulez, tout le système éducatif intellectuel français repose sur la peur. Sur la peur. Et donc, vous avez, prenez un exemple que moi j'ai connu il n'y a pas très longtemps, il y avait une politicienne qui était ministre de la guerre, ça s'appelle la ministre de la Défense. Un jour, il y a un chien qui a mordu la fesse d'une femme près de Strasbourg. Immédiatement, toute la presse a parlé de ce chien qui avait mordu une femme d'une fesse, donc on a la fesse d'une femme, donc on a fait une réglementation réglementant les catégories de chiens. Il y a 3 catégories de chiens, alors les chiens qui doivent avoir une muselière, ceux qui doivent être tenus à la laisse, ceux qui sont interdits, et puis alors, les fonctionnaires qui doivent vérifier, etc. Bon. Tout le système repose sur la peur. Et tout le système politique, si vous voulez, consiste à créer... Donc un des fondements de la vie politique, c'est la peur. Et donc, on est là pour vous protéger. Et le deuxième fondement, c'est la pénurie. C'est créer de la pénurie. Si vous voulez, quand vous êtes viticulteur, vous ne rêvez qu'à une chose, c'est que la grêle tombe sur tous les vignobles, sauf le vôtre. Bon, le seul capable de créer la grêle
partout sauf chez ses clients, c'est l'État. Hein, quand vous créez des appellations contrôlées, vous créez des monopoles, vous dites personne ne peut offrir ce produit, ce service, sauf les hommes de l'État. Donc vous avez, prenez l'exemple par exemple de l'assurance maladie, je me souviens que j'avais été convoqué, invité plutôt au Conseil général de la gauche, national de la gauche, qui était présidé par Jospin, comme grand témoin de mon temps, libéral, et sur la Sécu. J'avais terminé mon intervention en leur suppliant de nous traiter comme les chats et les chiens. Parce que les chats et les chiens, ils ont la liberté. Donc ils sont dans le domaine de l'abondance. Hein. Il n'y a pas de problème pour soigner les chats et les chiens. Vous pouvez, tous les vétérinaires que vous avez, tous les produits que vous avez, tandis que nous sommes dans le domaine de l'État, hein, donc nous sommes dans le domaine de la pénurie. C'est très intéressant de voir que quand les hommes de l'État communiquent sur la Sécu, ils vous disent on a réussi à réduire les dépenses santé. Hein, dans tout ce qui est privé, on se réjouit quand les dépenses pour les godasses, les dépenses touristiques, tout ça augmente. Bon, le secteur de l'État, il faut réduire. Et alors j'ai vu quelque chose qui était extraordinaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un article de presse, le système de santé américain a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion des dépenses de santé. Vous voyez, le fait que les Américains dépensent de plus en plus pour leur santé, c'est formidable. Eh bien, le système français, c'est fondé sur la pénurie. Voilà. Et donc, la France est un vieux pays politique. Pour ça, c'est un vieux pays politique. Et, si vous voulez, en France, par exemple, vous avez une province qui, plus que tous les autres, a une tradition politique, c'est la Corse. Et qui a toujours compris que le seul homme qui pouvait créer la pénurie pour les autres et pour vous maintenir, pour vous protéger, etc., c'est le politicien. Et depuis, quand vous regardez l'histoire française, hein, la différence entre, par exemple, la monarchie française qui laissait faire, qui beaucoup laissait faire, qui laissait faire pas mal, mais c'était rien à côté de ce qui se passait dans l'Empire austro-hongrois, hein, où les monarques jusqu'en 1919, l'empereur laissait faire complètement. Et d'ailleurs, si vous faites aujourd'hui, si vous prenez, faites une carte de l'Europe, et vous voyez, et vous mettez dessus un calque de ce qui dépendait de l'Empire austro-hongrois, vous apercevrez, et vous regardez ce qui est abondant, où il y a la richesse, et les traditions et la richesse en Europe, ben vous voyez que c'est partout où il y avait l'Empire austro-hongrois. Pourquoi? Parce qu'il laissait faire. Hein, c'était le nord d'Italie, hein, c'était le nord d'Italie qui avait le bonheur des Autrichiens, c'était la Croatie, c'était la Slovénie, c'était en Pologne la partie de la région de Cracovie, hein, c'était le Tyrol, et en particulier le Tyrol, tandis que tout ça c'était autrichien. Donc en France, il n'y a pas la tradition de laisser faire. Et c'est pour ça que le libéralisme, si vous voulez, un homme politique libéral, c'est un homme qui laisse faire, pas qui fait. Et donc c'est une explication plutôt historique, le fait que... Oui, c'est une vieille tradition culturelle, si vous voulez. Il y a quand même eu la Révolution en France, avec une DDHC, enfin une Déclaration des droits de l'homme qui était libérale aussi. Si vous voulez, le totalitarisme en France, il a commencé avec la Révolution française, avec l'Assemblée législative. L'État, si vous voulez, avant, l'État était chargé, au sens haïkien du terme, c'est une institution naturelle, hein, puisqu'on a, un peu partout, les hommes ont considéré que pour que la violence n'existe pas dans la société civile, il fallait donner à une institution qu'est l'État le monopole de la contrainte pour assurer le respect des règles de bonne conduite. Vous avez des règles de bonne conduite, vous avez des règles d'organisation. Le rôle de l'État, c'était de faire respecter les règles de bonne conduite. Et ça a été en France, jusqu'à la Révolution française, jusqu'à l'Assemblée législative. L'Assemblée législative, c'est la première fois où l'État a organisé la société. L'Assemblée législative a organisé la société. Et ça a été le début du totalitarisme. Et donc tous les systèmes totalitaires, le nazisme, le communisme, le nationalisme, tout ça c'est né, l'écologisme, tout ça c'est né de la Révolution française. Et l'Assemblée, ça a commencé à l'Assemblée législative. Et et alors maintenant, on est dans une phase ultime du totalitarisme, c'est que l'État, non seulement il fait respecter ou pas
les règles de bonne conduite, mais organise la société. Et maintenant, c'est lui-même qui décide des règles de bonne conduite et qui utilise la contrainte pour imposer ses normes morales, ses normes sociales, ses normes. Bon. Donc, on est à l'aboutissement. Si c'est une sorte de fatalité historique, est-ce qu'il y a quand même un espoir en France où il faut tous qu'on émigre Alors, en plus, si vous voulez, en France, la seule tradition libérale, elle est à gauche. La droite française n'a jamais eu, n'a aucune tradition libérale. Au XIXe siècle, la deuxième gauche, si vous voulez, de Proudhon, etc., il y a eu une tradition libérale à gauche, et puis il y a eu un moment, une tradition auquel je me rattache, parce que je suis catholique, qui est il y a eu un moment donné, avec Montalembert, Lacordaire, etc., une tentative de réconcilier l'Église avec la liberté, et qui a duré très peu de temps. Il y a eu un moment, ça a duré, ça a été condamné. C'est quelle époque, vous pouvez préciser un peu? C'est dans les années 1830. Excusez-moi, pour ce qui est de l'Église, c'est pas en 380 après Jésus-Christ que la découverte du libre arbitre avec le libre arbitre, on commence à avoir une religion catholique avec la liberté insérée et la culture des anciens. On posera les questions à la fin peut-être. Oui, je vous répondrai après. On a un peu un programme. Non, je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de tradition, en gros, il n'y a aucune tradition libérale en France à droite. Il y a eu une tradition à gauche. Et la deuxième gauche, vous voulez, qui a un peu Rocard a essayé un peu de se relier à ça, ça a toujours été marginal, même à gauche. Et je me souviens que quand j'étais avec Jimmy Goldsmith, on avait essayé, on s'était dit, on va aller voir Rocard en lui disant, écoutez, reprenez cette tradition libérale à gauche. Bon. Et d'ailleurs, après 1986, si vous voulez, les quelques mesures libérales qui ont été prises, elles ont été prises par la gauche. C'était au gouvernement, c'était la déréglementation bancaire, et tout ça, ça vient de la gauche. La déréglementation, au point de vue télécom, radio, tout ça, ça vient de la gauche. La droite n'a rien fait dans cette affaire-là. Il n'y a aucune tradition libérale à droite. Vous avez actuellement, la tradition, ce qui peut être libéral à droite, c'est ce qu'ils appellent le libéralisme, qui ne l'est pas, c'est par exemple Macron, c'est le despotisme éclairé. Balladur, Macron, tout ça, considère que vous êtes un petit chien en laisse, et eux considèrent que la laisse peut être un peu plus grande, pour vous donner un peu plus de liberté, et puis même certains peuvent vous autoriser à aboyer, mais pas trop. Voilà. Mais ça, c'est du despotisme éclairé, c'est pas du libéralisme. Très bien. Pour passer peut-être à la deuxième question, donc avec Students for Liberty, on se pose beaucoup cette question et on a découvert la théorie du social change de Hayek, oui, qui dit en gros, je le résume assez rapidement, que sur le combat des idées, sur le terrain des idées, il y a le top, c'est ceux qui produisent les idées, les experts, des Pascal Salin par exemple, des Einstein qui vont produire l'idée. Ensuite, il y a toute une catégorie d'intellectuels. Les intellectuels, vous en faites probablement partie aussi, c'est-à-dire que c'est des gens qui se permettent d'avoir une opinion sur tout. Et c'est des gens qui sont suffisamment confiance en eux-mêmes pour avoir un avis. Et ensuite, il y a les masses. Et ensuite, il y a la politique, et la politique ne représente que les masses, donc ça ne sert à rien de faire de la politique pour essayer de changer les idées. Parce que voilà. Et donc, toute la stratégie de Hayek, c'est que ces experts, et c'est la stratégie aussi de Students for Liberty, c'est de changer les idées de la future élite intellectuelle. Et donc de travailler sur les idées. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, je ne le suis plus. Ah. Je vais vous lire un texte de Schumpeter qui m'a terrifié. Il a écrit ça il y a 60 ans, et c'est tellement exact. Le capitalisme entraîne le développement de l'appareil éducatif, ce qui tout à la fois concourt à la formation d'une opinion politique large et à une surproduction des intellectuels par rapport aux besoins des professions libérales. Les intellectuels déconsidérés et peu rémunérés ont tout intérêt à se liguer contre le capitalisme et à abreuver l'opinion publique de discours contre l'argent et l'esprit d'entreprise. Ils catalysent et font précipiter l'hostilité générale contre le capitalisme. Le capitalisme se sclérose ainsi progressivement de l'intérieur pour des raisons sociales et politiques, au fur et à mesure que des majorités démocratiquement élues choisissent de mettre en place
une économie planifiée, accompagnée d'un système d'État-providence et de restriction des entrepreneurs. Le climat intellectuel et social nécessaire à l'esprit d'entreprise et d'innovation, et donc à l'apparition d'entrepreneurs, décline et finit par être remplacé par une forme ou une autre de socialisme encore plus sclérosant. Les gouvernements ont alors notamment tendance, pour être populaires, à développer l'État fiscal et à transférer le revenu des producteurs vers les non-producteurs. Et là, si vous voulez, le drame actuellement, hein, c'est qu'on se trouve avec toute cette couche. Quand vous voyez ce qui se passe dans les universités, par exemple, cette production de semi-intellectuels, ou d'intellectuels, si vous voulez, qui sont des parasites absolus, hein, qui jamais ne produiront autre chose que de fournir des profs qui créeront à nouveau des parasites. Hein, c'est un truc... Bon. Et quand je suis toulousain, je suis frappé, si vous voulez, l'après-midi en semaine, de voir des centaines de jeunes qui sont là en train de siroter, etc., et qui foutent rien. Hein, qui foutent rien. Et qui pensent, et qui réfléchissent, et qui ont des idées, et qui réfléchissent à des missions, et qui savent comment. On n'est pas capable de diriger sa vie, mais ils savent très bien comment diriger la vie des autres. Et alors, donc, je pense aujourd'hui, si vous voulez, que le salut, il ne va pas venir des intellectuels, parce que mais il va venir d'entrepreneurs qui vont proposer. Mais voilà. Juste avant de passer à ça, oui. S'il n'y avait pas eu d'intellectuels qui vous avaient convaincu, vous auriez peut-être pas. C'est vrai. C'est vrai. Il y a besoin d'autant. C'est vrai. Mais alors, si vous voulez. Alors là, si vous voulez, il y a. Prenez nos ouvrages, d'ici, quelle est la diffusion? Et donc, la pensée libérale ne marchera que quand les libéraux font du fric. C'est pas possible de ne pas faire du fric avec ses idées. C'est le jour où on fera du fric avec nos idées que je croirai aux idées des libéraux. Voilà, français. Et c'est intéressant de voir, si vous prenez ce que j'ai fait avant de venir ici, j'ai regardé dans le Wikipédia, parce que moi j'ai abandonné tout ça depuis 25 ans, hein, c'est eux qui m'ont sorti de ma boîte pour... Alors, j'ai été dans Wikipédia pour regarder libertarien et personnalité libertarienne. Il n'y a pas un Français. Hein. Ils sont à 80% des Américains, à 15% des Anglais et 5% des Québécois. Et tous ceux qui sont là, ils ont fait un fric fou. Fou. Même ceux qui ont écrit des bouquins. Hein. Et donc, c'est une pensée. Alors, moi, il y en a un en France qui m'a découvert aussi, ce gars, ce libertarien qui va lancer des îles flottantes. Vous avez vu ça? Vous connaissez? Hein? Oui. Ça, on connaît plus. Vous connaissez plus ça? Bon. Ben, c'est un peu la même chose. Okay. Voilà. Bon, alors, est-ce que... Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. L'idée, c'est grosso modo de trouver des gens qui seraient capables de faire caisse de résonance pour cette idée-là, en fait. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Ok. Est-ce que cette caisse de résonance peut passer par l'engagement politique? Là, peut-être vous pouvez parler de votre expérience. Oui. Alors, en 86. Alors, si parmi vous, il y en a qui peuvent s'engager dans la voie politique, moi j'ai essayé de le faire. Je l'ai fait parce que c'est dans la banque. Alors, je vais revenir quand même sur mes amis les professeurs libéraux. Je leur dois tout. Hein. Le libéralisme, je l'ai appris par Aftalion, hein, le professeur Aftalion, Florent Aftalion, qui un jour est venu me faire la théorie du crayon. Vous connaissez la théorie du crayon? Pour moi, ça a été la révélation. Donc, je leur dois beaucoup. Et après ça, j'ai lu un bouquin de Milton Friedman qui s'appelle La tyrannie du statu quo. Milton Friedman était conseiller économique de Reagan. Et il a écrit ce livre à la fin du premier mandat de Reagan. Et il disait dans ce livre, Reagan a réalisé 20% de ses projets au cours de son premier mandat. Mais il a réalisé 90%, de ce qu'il a réalisé, 90%, il est réalisé dans les 90 premiers jours. Donc si Reagan veut faire plus, après c'est la tyrannie du statu quo, c'est le titre du livre.
si Reagan veut faire plus au cours de son deuxième mandat, il faut qu'il sache qu'il n'a que 90 jours pour agir, et pour pouvoir agir efficacement pendant ces 90 jours, il doit préparer à l'avance chacun des jours. Donc c'est ça. Alors moi j'ai lu ça, j'ai remplacé Reagan par Chirac, Giscard ou Barre, parce qu'on ne savait pas à l'époque qui serait le futur. Et puis j'ai donné ma démission de ma banque. Je me suis fait financer tout seul. Hein, j'étais voir aujourd'hui, si vous voulez, on peut toujours me mettre en tôle parce que j'ai fait faire des fausses factures, des fausses études, etc. auprès de Michelin, auprès de machin, des trucs comme ça. Et comme il y a... Et oui, j'en ai rien au contraire, je serais heureux qu'on m'arrête. Mais tant plus qu'il n'y a pas de prescription, vous savez, en matière d'abus social, ça commence à partir du moment où ça s'est découvert. Donc si les hommes du fisc lisent ça, ils peuvent très bien me foutre au lieu. Donc j'ai fait des fausses factures, et moyennant quoi, j'ai dit à ceux qui me soutenaient, j'ai donné mon salaire que j'avais au Crayonnais, qui était un bon salaire, je me suis voté une prime de risque de 20% de plus, et j'ai dit maintenant, je partirai quand j'aurai 120% à mon compte de mon salaire annuel au Crayonnais. Donc je les ai trouvés, un mois, 15 jours, je suis parti. Et là, j'ai préparé les 90 jours de Chirac. Parce que c'était lui, j'ai aucune estime pour Chirac, et c'était lui qui serait le président. Et comme on m'avait expliqué, qui était très juste, Chirac c'est une magnifique locomotive qui roule sur des rails qui sont fixés par d'autres. Le problème c'est de fixer les rails. Donc on a fixé les rails, et donc j'ai travaillé auprès de Chirac. Et puis il a lancé l'opération, printemps 86, avec Juppé président et moi vice-président. Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, je me suis aperçu sur un programme que j'avais défini qui était complètement libéral. Je me suis dit, c'est pas possible que Chirac accepte ça, et Juppé coupait mes contacts avec Chirac. Donc un jour, Powell, qui avait le Figaro Magazine, qui était un ami, devait faire 12 pages dans le Figaro Magazine sur Printemps 86. Donc photos avec Juppé, etc. Et ça boucle, le bouclage c'est le mardi soir. J'ai passé un week-end épouvantable, je me suis dit, c'est pas possible, il va y avoir une rupture, c'est pas possible. Donc j'ai appelé Powell, je lui ai dit pas de fini, j'ai appelé Juppé, je lui ai dit, t'es plus président, c'est moi, tout seul. Et puis j'ai été voir tous les financiers, en leur disant, vous m'avez financé pour que je prépare le programme des 90 jours de Chirac, j'ai rompu avec Chirac, et je pars tout seul. Voilà. Donc si vous voulez reprendre votre rythme, moi j'avais une chute au Crayonnais, aucun ne m'a lâché, et même j'ai eu des renforts. Et donc je suis reparti, alors à ce moment-là, Madeleine est arrivé, Millon est arrivé, et puis petit à petit, c'était la mode, c'était Reagan et Thatcher. Et petit à petit, Juppé est revenu, et Toubon est revenu. Et c'était un moment, si vous voulez, Chirac a été libéral pendant 8 jours, c'était, je crois que c'est la deuxième ou troisième semaine de juin 84, où Pascal Salin a fait une interview de lui dans le Figaro Magazine. C'est Pascal Salin qui a fait les questions et les réponses. Et c'est au moment où Hayek est venu à Paris, et il avait le prix Nobel d'économie, et on lui a donné, Chirac était maire de Paris, il lui a donné la médaille de Paris, etc. Donc ça a duré une semaine. Bon. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, la classe politique actuelle, et c'est renforcé encore avec Macron, vous allez voir que Macron va vous faire regretter Hollande, comme le ministre de l'Éducation nationale actuel va vous faire regretter Belkacem. Parce que la classe politique veut faire au lieu de laisser faire. Et ça, ils ont ça ancré dans le corps. Et un homme politique qui fait des bonnes choses est bien pire qu'un homme politique qui veut faire de mauvaises choses. Parce qu'un homme politique qui veut faire du libéralisme, il échoue. Tous les hommes politiques qui veulent faire, ils échouent. Et donc on dit c'est l'échec du libéralisme, alors que c'est l'échec de leur société, de leur étatisme. Est-ce que Thatcher et Reagan ont échoué? Alors, Thatcher, c'est très intéressant. Reagan, ce qu'a fait Reagan, il n'a pas, ni l'un ni l'autre n'ont réduit la dépense publique. Ni l'un ni l'autre n'ont réduit la dépense publique. Elle a augmenté. Mais Reagan a dit, ce qu'a fait Reagan, c'est qu'il a fait sa réforme fiscale
qui faisait qu'il a réduit pratiquement considérablement l'impôt progressif, et il a fait en sorte que l'impôt sur le revenu proportionnel soit payé par tout le monde. Et Reagan a dit, bon maintenant, les électeurs ne voteront pas pour un politicien qui va augmenter les impôts, puisque chaque fois qu'il vient la main dans la poche, paf, hein, bon, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et Reagan a dit, les politiciens du Congrès vont continuer à vouloir acheter les voix des gens en dépensant de l'argent. Mais comme ils n'auront pas l'impôt, ils vont s'endetter. Et vous, Américains, ce n'est pas votre problème. S'il y a des gens assez cons pour prêter à l'État américain, c'est leur problème. C'est le problème des prêteurs. Hein. Et donc, l'économie américaine, qui était déjà, le laisser-faire était déjà sur le plan économique, était déjà très développé. Hein. Bon. Donc, chez Reagan, le grand apport de Chirac, c'est ça. De Reagan, c'est ça. Madame Thatcher, c'est une chose que Jimmy Goldsmith, qui était ce milliardaire franco-anglais, qui était le propriétaire de l'Express, qui était devenu un ami, c'est pour ça que j'étais à un moment donné directeur général du groupe. Une fois, j'arrive, quand Goldsmith m'appelle un jour, c'est un ami, c'est tout, il me dit, René, prenez un petit avion, j'ai des choses très importantes à vous dire. Prenez votre petit avion et venez me retrouver. Je dis, moi, j'ai pas de petit avion. Bon, mais il y a peut-être un aéroport près de chez vous et je vous envoie un petit avion. Je dis, oui. Je dis, mais je viens avec ma femme. Bon, parce qu'il avait loué une presqu'île à Golfe-Juan, par où, toute une presqu'île qui donne avec une villa paladienne au bout, etc. Et ça, c'est parce que... Bon, enfin. Et là, il était excité comme une puce. Il était en short, avec un grand boléro, un cigare et un papier à la main. Et il me dit, René, voilà, je suis en train d'écrire, à la demande de Mme Thatcher, voilà ce que je suis en train d'écrire. Il me dit, et là il y a une analogie avec la France, il me dit, Mme Thatcher a organisé un déjeuner avec les 100 premiers chefs d'entreprise français, anglais. Et bien entendu, j'en fais partie. Et comme elle m'adore, elle m'a mis sur la table à côté d'elle, un peu surélevé. Et les autres étaient en petite table. Alors elle me dit, expliquez-moi, Sir James, comment ça se fait que j'ai fait la même chose que Reagan. Et lui, tout ce qu'il fait, ça marche. Et moi, tout ce que j'ai fait, ça marche pas. Alors, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est pas difficile. Regardez autour de vous. Vous avez 100 cadavres. Alors, elle ne dit rien, mais je l'adore, mais elle n'est pas très intelligente, mais elle a beaucoup de courage. Alors, le soir, elle m'appelle, elle me dit, Sir James, est-ce qu'on peut prendre le petit déjeuner ensemble? Alors, je prends le petit déjeuner avec elle. Elle me dit, mais vous m'avez dit qu'il y avait 100 cadavres. Est-ce que vous pensez que les Anglais sont biologiquement morts ou culturellement morts? Alors, j'ai dit, j'ai eu tort de vous dire qu'il y avait 100 cadavres. Il y avait 3 vivants. MacGregor, et puis j'ai oublié le nom des autres. Mais l'un est né en Nouvelle-Zélande, l'autre est né en Afrique du Sud, et le troisième au Canada. S'ils étaient nés en France, en Angleterre, ils auraient fait des études à Oxford, à Eton, Oxford, etc. Ça aurait été des petits auvergnats, des enfants auvergnats. Bon. Et il dit à Mme Thatcher, il lui dit, vous saviez que le syndicalisme tuait l'Angleterre. Vous saviez que le socialisme tuait l'Angleterre. Alors vous avez tué le socialisme. Vous avez tué le syndicalisme. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour libérer les énergies des basses classes? Et si vous êtes aujourd'hui, Mme Thatcher vous trouverez devant 100 chefs d'entreprise français, vous auriez la même chose. Vous avez 100 cadavres, vous avez 100 étudiants, 100 ouvriers, 100 jeunes auvergnats. Hein. Donc c'est le système de pensée qui est faux. Hein. Et le problème qu'on a eu, alors sur le plan politique, il y a une chose qui était dramatique, c'était que quand on a commencé, c'était le début, vous aviez encore des hommes politiques honnêtes. Il y en a qui font Sciences Po ici? Non?
Dénoncez-vous. C'est l'école que j'ai faite. Alors, à Sciences Po, on doit vous apprendre, vous apprenez la loi de Jouvenel. On vous a appris, vous, la loi de Jouvenel? Est-ce qu'on vous a appris la loi de Jouvenel? Alors, la loi de Jouvenel, c'est grand P, c'est-à-dire pouvoir central, plus pouvoir local, est une constante. Alors, j'ai demandé qu'on enseigne à Sciences Po la loi de la Portalière, qui est, mais ça ne marche pas, qui est P plus C égale K. P, c'est pouvoir, C, c'est corruption. C'est une constante. Les hommes politiques de la 4e République et du début de la 5e République étaient des hommes honnêtes. Hein, honnêtes. Pourquoi? Ils avaient un pouvoir énorme. Hein, et ils étaient donc très dangereux. Et maintenant, ils sont corrompus. C'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Quand moi j'étais, à l'époque, en 84-86, donc c'est il y a 30 ans, hein, c'est comme je vous disais, pour vous, quand j'avais 25 ans, 30 ans avant, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était le gouvernement Laval, Léon Blum, c'est la préhistoire. Bon, mais à cette époque-là, vous aviez les présidents de banque, les chefs d'entreprise, qui allaient voir le petit inspecteur des finances ou l'ingénieur du corps des mines, cher ami, est-ce que je peux avoir 5 milliards d'argent volé? Est-ce que je peux avoir... Et les autres, ils jouissaient, ils étaient payés au SMIC, hein, mais ils avaient un pouvoir, ils avaient tous ces gars-là qui étaient là. Et ça, cette tradition, si vous voulez, ces chefs d'entreprise français, ils vivent là-dedans. Hein, ils vivent là-dedans. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les grands entrepreneurs français, ce sont ceux qui n'ont pas fait d'études. Voilà. Donc, ok, donc la politique. Niet. Ok. Le message est passé. Parce que la politique de Gaulle de 60 à 68 n'est pas 64 et n'est pas authentiquement libérale. Si, parce qu'il y avait De Gaulle n'entendait rien à l'économie. La seule chose qu'il savait, hein, c'est Chirac qui me l'a raconté. Le taux de prélèvement obligatoire était à l'époque de 34%. Et De Gaulle avait dit, moi, c'est l'intendance, c'est votre cuisine, je m'en fous, je ne veux pas que ça augmente 34%. Et celui qui a fait passer la France dans le socialisme, hein, c'est Giscard. On considérait qu'on arrivait dans le socialisme à 40%. Et sous Giscard, un septennat, c'était 1% de plus. On est passé de 34 à 41, au temps de Giscard. Après, ça a augmenté. Ça a un peu stabilisé avec Mitterrand, qui était beaucoup plus libéral que les autres. Et puis après, c'est reparti. Pour Giscard, ça peut être une question d'incompétence économique de l'État. Hein. Excusez-moi, parce que non, la formation... Je pense qu'on a fait le point sur la politique. Alors, maintenant, vous avez aussi une expérience à l'Express dans les médias. Est-ce que les médias jouent un rôle sur la diffusion des idées? Est-ce que ça peut être bien de les infiltrer? Voilà, il y en a qui se posent la question de devenir journaliste. Est-ce que c'est... Alors, vous savez que les journalistes actuellement sont des fonctionnaires. Est-ce que vous savez que les journaux, l'aide aux journaux, ça représente 328 millions d'euros par an? Est-ce que vous savez que le Figaro touche 7 millions d'euros par an? Que l'Express touche 7 millions d'euros par an? Donc, si vous voulez, les journaux actuellement, donc ils sont rentrés, tu veux pas acheter mon journal, je m'en fous, tu vas me le payer comme contribuable. Bon, donc les journaux sont... Donc, si vous voulez, c'est un monde qui est mort, hein, c'est un monde qui est mort, et qui ne vit plus. Hein, vous savez, quand vous regardez les étoiles, il y a des étoiles qui sont mortes, vous croyez que c'est des étoiles. Vous regardez les journaux, c'est pareil. C'est pareil. Hein, donc c'est fini. Et il faut aller maintenant. Vous avez une chance que moi je n'avais pas, hein, qui est Internet. Il y aurait eu Internet il y a 30 ans, je serais président de la République. Hein? Le niveau est haut, là. Oh, oui. Tout est possible. Les gens quand même consomment énormément d'informations, nous les premiers, oui. Et ça passe beaucoup par les médias quand même classiques. Donc pour vous, c'est pas la peine d'essayer de passer. Alors, si vous voulez, il faut utiliser les masses médias comme self-médias. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez dans les journaux des journalistes qui sont à vous. Hein, qui sont à vous. Le grand point commun des journalistes, c'est la paresse. Un journaliste, c'est quelqu'un ou paresseux, ou quand il a affaire à papier sans arrêt, il n'a pas de papier. Donc, si vous fournissez de la matière à ces journalistes, bon, ça passera. Il mettra ça de matière, et puis il mettra, pour se faire bien voir,
une petite couche de commentaires qui ne sera pas la même. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Hein. Quand j'ai lancé Printemps 86, inconnu de tout le monde, j'étais un employé de banque comme un autre. Hein. Et pendant 18 mois, mon attaché de presse a été chargé de prendre des contacts avec les journaux et de se constituer un réseau d'alliés hein, dans les journaux avec une condition qu'ils ne parlent jamais de nous. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'au jour où on était prêt. Quand j'ai été prêt, j'ai loué une barque, un bateau sur la Seine, devant la statue de la liberté qui était en travaux. Le thème, c'était Libérons la liberté. Et là, il n'y a pas un journal, vous m'entendez? Non, mais il n'y a pas un journal qui a repris tout ce que j'avais vu. Pas un journal, pas une radio. Tout ça a été pris, un inconnu. Simplement parce que c'était préparé et que, voilà. Donc, vous pouvez utiliser, mais c'est beaucoup d'énergie à côté de la constitution de vidéos, de communication sur Internet. Hein, notre ami Bambella, là, c'est 3 millions de vidéos. Hein. C'est 10 fois plus que... Oui, mais du coup, par rapport à ce que vous disiez sur les intellectuels, vous pensez que ça peut rien changer, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les journalistes, ils sont achetés par... Non, pas achetés. Enfin, non, mais ils sont au service de l'État. Mais si... C'est pas... Et vous êtes aussi en train de nous dire qu'il suffit de leur donner de l'information et du contenu pour qu'ils le publient Oui. juste au bon moment. Oui. Donc finalement, quand vous nous dites que les intellectuels ils ne vont pas changer des choses, en fait, il suffit que ce soit les bonnes personnes avec les bonnes idées qui se présentent. Oui, mais c'est pas sans intérêt. Si vous voulez, il faut que vous soyez producteur d'idées. Vous êtes producteur d'idées, donc vos idées, vous les vendez, et il faut que vous soyez des entrepreneurs d'idées. Hein, et ces idées, vous les vendez, vous les faites véhiculer par des médias, vous débrouillez. Mais c'est pas vous savez, il faut que vous appreniez, et ça c'est, est-ce que parmi vous savez jouer au jeu de Go? Jeu de Go. Alors dans le jeu de Go, oui, c'est la stratégie de Sun Tzu, hein, le chinois. Vous avez deux grands types de stratégies, c'est celle de Clausewitz et celle de Sun Tzu. Clausewitz vous va les piles. Vous luttez contre un adversaire qui vaut 700, vous gagnez 300. Sun Tzu, vous avez un adversaire qui vaut 700 et vous gagnez 1700. Alors, cette stratégie, donc si vous voulez que les idées libérales arrivent en France, il faut pratiquer le jeu de Go. Le jeu de Go, ça se pratique en 3 étapes. Il y a une étape qui est le jalonnement. Deuxième étape qui est la connexion. Et la troisième étape qui est la clarification. Alors vous avez un damier ici. Et vous voulez que tout ce damier soit libéral. Alors, vous avez l'intellectuel français ou l'homme politique français qui va commencer par clarifier. C'est-à-dire qu'il faut une politique libérale. Personne n'a jamais vu une politique libérale, personne ne sait ce que c'est. Hein, donc on va mettre derrière tout ce qu'on veut. Bon. Et puis après, il va essayer de se trouver des alliés qui vont développer son idée, et puis pour aller vers la base. Bon. Le jeu de Go, c'est exactement le contraire. Vous ne parlez pas jamais de libéralisme, mais vous trouvez des jalons. Alors, là, vous allez avoir un allié dans les médias. Là, vous avez pour moi, Jacques Maillot de Nouvelles Frontières, qui va titiller Air France en pratiquant des prix qui sont en infraction avec le public. Vous avez un autre entrepreneur, vous avez le patron de Jet Service qui s'est lancé dans la concurrence de la Poste dans les petits colis. Là, vous avez un événement, vous avez mon ami Dieudonné. Hein. Bon.
Mais vous ne parlez pas de libéralisme. Hein, vous ne parlez pas de libéralisme. Et si vous perdez ici un jalon, c'est pas grave, vous en trouvez un autre. Bon. Ça, c'est la première phase de jalonnement. Et vous posez vos jalons, il faut du temps, et aucun des jalons ne sait pourquoi il va se battre pour les idées libérales ou pour ça. Et qu'est-ce que vous leur apportez à ce moment-là? Alors là, ça va dépendre du jalon. Hein. Il y a un jalon, c'est un self-média, vous avez eu apporter de la documentation. Hein. Si c'est jet service, bon, moi, sur le plan juridique, on a attaqué le monopole de la Poste de Mediapost. Si c'est avec Jacques Maillot et avec Air Liberté, on a attaqué, et avec UTA, on a attaqué le monopole de Inter. Et c'était pas... c'est Air France aujourd'hui qui avait le monopole. Oui, à l'époque, il y avait Air Inter qui avait le monopole intérieur et Air France qui était le monopole extérieur. Bon, avec UTA, on a attaqué le monopole d'Air France à Luxembourg. Bon. Donc ça, c'est des actions. Alors, c'est des actions ou médiatiques, ou juridiques, ou des événements, ou une conférence à tel endroit. Vous voyez, bon. Et puis, ça, c'est pas difficile, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et il faut jouer sur plusieurs damiers, il faut jouer sur le damier, par exemple, du temps. Il ne s'agit pas de se présenter 15 jours avant, ou un mois avant celui qui veut être président de la République, dans 4 ans, il peut l'être. Et moi, j'avais toujours dit, avant que Macron sorte, j'ai toujours dit, j'ai dit au cercle Bastia, j'ai dit à tout le monde, que le futur président de la République, personne ne le connaît, c'est un type qui bosse, hein, qui fait ça. Et puis un jour, il arrivera, donc il ne s'agit pas d'attendre 3 mois avant l'élection pour essayer d'avoir ces mandats au Conseil constitutionnel, ça va être dès maintenant, mais personne ne veut le savoir. Bon. Alors la deuxième étape, qui est la plus difficile, c'est l'étape de connexion. Donc, vous connectez un certain nombre de jalons entre eux, mais il faut que la connexion soit assez grande, parce que si vous ne connectez que 4 jalons, vous ne gagnez pas de terrain. Hein. Si vous connectez trop large, eh bien, il va y avoir des gens qui ne sont pas au courant, qui vont se dire, tiens, c'est intéressant qu'on soit réunis, on va jouer en boule, tu t'intéresses à la boule, ou tu t'intéresses aux autres boules, bon, il va y avoir des territoires qui vont se créer, donc c'est très difficile, c'est très délicat. C'est la phase la plus délicate. Et donc, une fois que vous avez fait, vous avez des alliés partout, à ce moment-là, vous clarifiez. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire le libéralisme, vous voyez, ce que vous déroulez. Vous dites, pour tout cela, ça veut dire ça dans votre vie concrète. Ça veut dire si. Bon. Et voilà. Hein. D'accord. La connexion, vous l'avez faite comment? Alors, mais moi, je n'ai pas fait. J'ai pas fait parce que moi, j'étais, à printemps 86, j'étais au service de la clarification, des politiciens. Et après, à Liberté Service, je n'ai pas connecté, puisque j'ai fait des opérations ponctuelles de libération, mais je me suis arrêté pour la raison que je vous ai indiquée. Je vais vous donner un exemple de jeu de Go réussi, c'est l'Union des coopératives laitières en Normandie. Alors dans ces coopératives laitières en Normandie, vous aviez donc des coopératives laitières dans toute la France et cette fédération. Et là vous aviez un président et un délégué syndical CGT, unique, enfin de la fédération. Et un jour, il y a un nouveau président qui arrive, et puis à 3h de l'après-midi, il avait la Légion d'honneur, il a un gros cigare, il avait les oreilles rouges parce qu'il a fait un bon gueuleton, et il convoque son délégué syndical et lui dit, écoutez, je suis heureux de vous connaître, j'espère que nous aurons les mêmes qualités de relation que mon prédécesseur avait avec vous. Je sais très bien que tout se passe. Donc il dit, écoutez, arrêtez votre salade. Est-ce que vous connaissez les conventions régionales qui ont été signées dans les différentes régions de France à l'intérieur des coopératives régionales? Non, écoutez, prenez connaissance et après on se reparlera. Il prend rendez-vous 3 semaines après. Le président, cette fois-ci, il avait fait avant le déjeuner, il n'avait pas les oreilles rouges, mais il avait sur son bureau une pile de conventions. Et le gars lui dit, vous avez lu ces conventions? Il n'y en a pas une pareille. Vous trouvez que c'est normal? Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le délégué
CGT a dit au délégué de Nantes, toi, je te donne 3 ans pour obtenir une demi-journée de plus pour les femmes de repos pour les femmes enceintes de plus de 6 mois. C'est tout. Bon. Toi, je te demande, tu vas 3 ans pour avoir un vélo pour le délégué syndical pour qu'il puisse aller. Bon. Toi, tu vas donc des choses complètement très faciles à obtenir et ne mange pas de pain. Au bout de 3 ans, il convoque les gars de Bretagne. Alors il y en a un qui avait les femmes enceintes, il y avait l'autre qui avait le vélo, il y avait le troisième qui avait je ne sais pas trop quoi. Bon. Et il a dit maintenant, vous avez 3 ans pour que dans chaque coopérative, il y ait tous les avantages qui ont été obtenus soient obtenus pour toutes les coopératives. Et donc vous avez 3 ans pour une convention qui soit la même, qui reprenne tous les avantages des coopératives. Et quand ça a été fait, donc il a fait la même chose, là, ailleurs, là et là. Et en faisant en sorte que chaque fois, on demande des choses un peu différentes. Vous voyez. Et donc c'est arrivé, quand il est arrivé vice-président, il y avait 8 conventions, toutes différentes. Et alors il dit au président, vous trouvez ça normal? Qu'en Savoie, le gars a un vélo, on voit qu'il faut qu'il ait une voiture. Hein. On voit que vous avez jamais été, vous avez grimpé des côtes comme ça, etc. Donc on exige qu'il y ait une voiture. Donc il y a une convention nationale qui reprenne tous les avantages. Et le type, la CGT a pris le pouvoir. Voilà. Donc personne ne savait, mais ça demandait 9 ans. Et personne ne savait au départ, oui, c'est parti sur des petites choses comme ça. C'est ça le jeu. Et donc vous pensez que Macron a fait ça pour arriver au Non, pouvoir? il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin. Mais enfin, ce qu'il avait, c'est qu'il lui savait ce qu'il voulait, et il savait très bien où il voulait aller, et il a ramassé des tas de gens qui, eux, ne savaient pas qu'il irait jusque-là. C'est pas un groupe d'intérêt qui a pris Macron au passage pour le président. Je sais pas, enfin, je vous laisse. Je sais pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas à ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus enfin, je pense que c'est un point qui est assez important. C'est la stratégie d'avancer masqué, en fait. On ne fait pas forcément nous. Est-ce qu'il y en a qui... Moi, c'est pas fort. Est-ce que c'est une stratégie d'avancer masqué complètement? Parce qu'à chaque interlocuteur ou à chaque niveau, ce qui est caché, c'est le projet d'être président de la République dans le cadre. Oui. Alors attendez. Alors, quand vous ne voulez pas être président de la République, si vous ne voulez pas être président de la République, on va prendre l'exemple de ce que fait Macron. D'abord, ici, vous avez le modèle public. Hein. Vous avez ici l'URSS. Hein. Alors, vous avez le monopole de l'éducation nationale, le monopole de la Sécu, le monopole de la recette par la Constitution, le monopole français. Vous l'avez, hein, de longtemps. Monopole français Télécom, monopole de la France et Inter, monopole de taxi, et SNCF, vous continuez que ça. Si vous voulez faire du Gorbatchev, hein, c'est-à-dire vouloir réformer, ça marche jamais. Ça marche jamais. Hein. Les réformateurs, quand un politicien vous dit on va réformer, ça ne marche pas. Ça, c'est un système qui repose sur la contrainte. Là, c'est la liberté. Hein. Donc, où le système repose sur la contrainte, où il repose sur la liberté. Donc, où on fait et on reste dans le système de la contrainte, où on laisse faire et on rentre au système de la liberté. Un chien, ça aboie. Un chat, ça miaule. Un chien, ça miaule pas. Un chat, ça n'aboie pas. Hein. Si on veut faire des chiens qui miaulent, eh ben, on se plante. Ça ne marche pas. Donc le seul moyen, si vous dites, c'est intéressant, la conséquence, c'est qu'il ne faut jamais privatiser avant d'avoir déréglementé. Quand je me suis battu contre le monopole d'Air France et d'Air Inter, à l'époque, on vous disait que s'il y avait concurrence dans le transport aérien, ça c'est aux dépens de la sécurité. Alors, le travail intellectuel que j'ai fait, qui n'a servi à rien, hein, j'ai été payé par Singapore Airlines pour faire un livre blanc sur la sécurité aérienne pour montrer que la déréglementation du transport aérien aux États-Unis s'était traduite par une diminution des accidents, et pour tout le monde, ne savait pas ce que c'était qu'un transport privé. Donc, ça ne marchait pas. Un jour est arrivé Benassi.
qui a lancé Air Liberté. Et à ce moment-là, je me suis installé à Toulouse parce que avec le billet avec un inter Paris-Toulouse, c'était 3 000 euros et 3 000 francs. Et lui, il a proposé un vol à 500 francs. Et on a vu que c'était les mêmes Airbus, que c'était les mêmes pilotes, 500 francs au lieu de... Donc, à partir du moment où un entrepreneur de liberté a proposé un modèle libre, eh bien, c'est les consommateurs, c'est pas le pouvoir politique. Ils ont laissé faire, et c'est les consommateurs qui, petit à petit, ont quitté Air France et Air Liberté, sont passés du côté libre. France Télécom, quand je vous ai battu contre France Télécom, on vous expliquait que c'était épouvantable, qu'il y avait c'est grâce à ce monopole que la vieille dame, ou que la femme enceinte qui était au fin fond de la vallée, qui n'avait pas le téléphone, et quand elle a voulu accoucher et appeler la clinique ou un taxi, elle n'a pas pu avoir le téléphone, donc elle est morte dans la voiture. Donc on a fait un tatouage, et grâce, parce que tout le réseau était couvert grâce à France Télécom, ça ne s'est pas passé. Et donc s'il y avait, comme l'histoire des petites lignes, hein, s'il y avait la déréglementation, il y aurait des tas de gens qui ne seraient pas reliés, etc. Bon. Bien, essayez d'expliquer. À l'époque, ça marchait. Ça marchait. Hein. Et quand, je me souviens quand j'ai porté des projets de déréglementation de France Télécom à Longuet, qui était ministre des PTT de Chirac, qui était entre guillemets libéral, il m'a dit, Chirac m'a dit, rappelle-toi qu'en 74, en 74, quand Giscard était président de la République, lui Premier ministre, il avait un ministre des PTT qui a voulu faire séparer la poste des télécoms. Hein. Eh bien, il y a eu une grève, Bergeron a fait la grève, a lancé une grève, et le type a été viré, et les Français il n'y avait plus de téléphone, plus de poste, et les Français ont dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils concevaient, parce que c'est inconcevable. Bon, aujourd'hui, et alors on vous expliquait que par exemple, grâce au télécom, vous aviez des cabines téléphoniques dans tous les villages, le village le plus reculé. Bon. Aujourd'hui, vous avez à partir du moment où il y a eu des entrepreneurs de liberté et donc des consommateurs de liberté, faites revenir le monopole de France Télécom aujourd'hui avec tous les. Vous voyez, bon, et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils se plantent complètement avec la SNCF. Si vous voulez, avant de privatiser et de vouloir réformer, il faut libéraliser. Il aurait introduit la concurrence tout de suite, hein, sur les transports. Il serait passé avec la SNCF, ce qui se passe avec la grève d'Air France, tout le monde se fout de la grève d'Air France. Hein. Ça ne concerne que les actionnaires. S'il y a des gens qui ont mis de l'argent là-dedans, c'est leur problème. Mais tout le monde se fout de la grève d'Air France, on prend un autre avion, c'est fini. Bon, s'il avait commencé par déréglementer et libérer la concurrence à France Télécom, à la SNCF, après, les voyageurs auraient choisi d'autres formules, et puis après, on laisse tomber, comme France Télécom s'est effondré, la SNCF se prendra. Et à ce moment-là, vous la vendrez à des Chinois pour 1 euro, avec sa dette. Justement, par exemple, pour la SNCF, il a bien fallu au départ qu'il y ait une décision politique, parce qu'on ne peut pas entreprendre en liberté, parce qu'il y avait un monopole qui était absolument... Bien qu'à un moment, il y ait une décision politique, et ça m'amène surtout sur la Sécu, où à mon avis c'est plus difficile, parce que sur le reste, ça pourrait marcher comme ça pour à peu près tout. L'éducation nationale, il faut développer l'offre privée, et ça le fera aussi. Mais bon, la sécurité sociale, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas innover en matière de sécurité sociale, en fait. On est obligé de passer par la case un peu réforme, où il doit y avoir un décideur politique qui décide de desserrer les liens, parce que... Je suis président de la République, dans 1 mois, c'est fini. Hein, voilà, alors, 1 mois, je vous dis pourquoi. Non, mais je suis président de la République. Bon. Pourquoi? Non, pas parce que je vais faire. Non, pas parce que je vais faire. Est-ce que vous savez que le SMIC, aujourd'hui, il est à 2 000 euros par mois? Alors, le SMICard, il touche 2 000 euros par mois. 1125. Hein? 1125. Non, il touche 2 000 euros, je dis bien, il gagne 2 000 euros par mois. Et au moment de la paye, hein, à la place de l'entrepreneur, vous avez l'homme de l'État qui arrive avec la casquette d'entrepreneur et qui lui pique, actuellement, 400 euros
pour l'assurance maladie, pour la Sécu, hein, et que l'homme politique, déguisé, il a une casquette double. Alors là, il appelle ça cotisation patronale, et ça, il appelle cotisation salariale. Donc, il lui pique à 100 euros. Après, il lui pique pour sa retraite, il arrive à nouveau, il lui pique pour sa retraite, il lui pique 300 euros, 700, et il lui pique pour autre chose, 200 euros, et le gars, il arrive avec 1100 euros. Bon. Vous dites, et il touche, et il croit que le SMIC est égal à 1100 euros. Et vous avez, et tout le monde, les syndicats, tout se battent pour qu'il y ait une augmentation réelle de 30%, etc. Bon, je suis président de la République. J'interdis à la fin du mois aux entrepreneurs de voler l'argent des salariés. Et les salariés touchent 2000 euros. Et j'autorise la Sécu, mais tous les autres, M. Bébéa et tous les autres, à venir leur proposer leur service, hein, et le salarié verra s'il accepte de payer 400 euros à la Sécu, alors qu'on lui proposera 200 euros, 150. J'ai fait une étude à l'époque sur les seuls salariés français qui ne sont pas soumis à l'esclavage, qui sont les salariés qui travaillent en zone frontalière de la Suisse. Hein. Alors, ils travaillent en Suisse et ils habitent en France. Et j'ai regardé à l'époque, donc il y a 2000 caisses d'assurance maladie en Suisse qui se font concurrence. En gros, l'assurance maladie pour eux, ça coûtait le tiers de ce que leur coûte la sécurité sociale. Oui, mais là-dessus, un peu sur la Suisse, c'est revenu en arrière, enfin, je viens de là-bas, et maintenant ils ont obligé à cotiser à la sécurité française aussi les frais. Et ce que veut dire Sacha, en fait, c'est qu'il y a besoin de cette décision de ce président de la République qui dit on autorise l'ouverture à la concurrence, parce que tous ceux qui aujourd'hui ont essayé de s'amuser à outrepasser ces règles et aller financer un autre service de santé et arrêter de payer pour la Sécu, ils sont aujourd'hui... oui, mais c'est pas ça que je vous dis. Oui. Hein, et mon copain Reichmann, qui dit qu'avec les circulaires européennes, la libre prestation de services en matière d'assurance, on peut s'assurer contre le risque maladie ailleurs en Europe, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La circulaire européenne dit que la sécurité sociale, ce n'est pas d'assurance. Donc ce n'est pas couvert par la circulaire. Bon, c'est pas ça que je vous dis, moi. Hein. Je vous dis que vous payez au gars, c'est ce qu'il gagne. Et à ce moment-là, vous dites à la Sécu, vous pouvez vous présenter. Hein, mais c'est pas vous qui prenez la décision du choix. C'est lui qui va prendre le choix. Ça, on est bien d'accord, mais pour faire ça, il faut abolir le monopole de la Sécu. Et ça, c'est une décision politique, c'est ce que voulait dire Sacha. En fait, je vais essayer de tourner la question dans l'autre sens. Comment aujourd'hui amener l'opinion publique à croire à ce système, donc élire un candidat qui va faire sauter ce monopole, par exemple vous, en tant que président de la République? Non, mais parce que jamais je me ferai élire là-dessus. Jamais j'en parlerai. Ce que j'ai fait, et qui a failli se faire, hein, avec le publicitaire de Leclerc, qui était un type, Philippe Michel, et payé par les AGF, dont le président était M. Dromer, on devait lancer en janvier 88 la feuille de paie vérité. Hein, la feuille de paie était prête, hein, et on n'a pas parlé de rien. Hein, la feuille de paie était prête, et on avait des accords avec le CNPF pour que fin janvier, on ne pouvait pas le monopole, hein, on ne disait rien. Simplement, ça paraissait comme ça. Hein. Il n'y avait plus de cotisation salariale, il n'y avait plus de cotisation patronale. Tu gagnes 2000 balles, la Sécu t'en prend tant, pour ta retraite on t'en prend tant. C'est l'information. Et il n'y a pas à faire de topo. Et après, alors, en matière de retraite, bon, tous les politiciens, tout le monde vous dit, se retraite par répartition, qui est le système, le plus grand réseau d'escroquerie, le système Madoff, hein, en puissance 100. Eh bien, vous savez qu'il y a une catégorie de gens en France qui sont dispensés de cette retraite par répartition, qui sont les fonctionnaires, avec la préfond. Bon. Avec la préfond, c'est un régime de retraite par capitalisation, les cotisations seuls ont droit les fonctionnaires et les politiciens, ceux qui ont été élus, etc. Bon, avec la préfond, vous avez le droit de cotiser certaines limites en déduction d'impôts. Vous avez le droit de racheter vos droits depuis que vous êtes... alors, par exemple,
après avoir quitté le combat d'idées, j'ai créé une affaire qui gérait les affaires personnelles des dirigeants des grands groupes. Bon, tous ces dirigeants des grands groupes du CAC 40, la plupart étaient soit énarques, soit polytechniciens, etc. Ils avaient été fonctionnaires pendant leur temps d'ENA ou leur temps de polytechnicien. Ils avaient le droit de racheter 40 ans de cotisation. Et même pour leurs femmes, même si leurs femmes n'avaient jamais travaillé. Ce qui fait que ça leur faisait, à l'époque c'était 3 millions à peu près, hein, et 3 millions pour leurs femmes l'année d'après, donc ils ne payaient pas d'impôt sur le revenu. Bon. Et donc là, il ne s'agit pas du tout de mettre en l'air le système de répartition, c'est de dire tous les Français ont le même droit que les fonctionnaires. Et donc à partir du moment où ici, vous avez un salarié qui aura comme les fonctionnaires, il va voir qu'on lui pique ici 300 € et qu'il peut lui se mettre 40 € dans sa poche, dans son système par capitalisation, il va exercer une pression terrible pour que ces 40 € passent à 50, 100 en déduction de ça. Vous voyez ? Mais si vous vous battez aujourd'hui contre le système de répartition, vous êtes mort. Qu'est-ce qui est arrivé du coup à la feuille de paix vérité? Alors, il est arrivé la chose suivante. La chose suivante, M. Dromer, RPR, nommé par Chirac, en 86, président de l'AGF. Et ses bureaux sont place Vendôme, magnifique, premier étage. Je vais le voir à ce moment-là. Et je ne connaissais pas. Je vois ces bureaux magnifiques avec des meubles Barbès. Alors, elle me dit, vous êtes étonné, hein? C'est Madame Chassagne, socialiste qui était là avant lui, qui a piqué tous les meubles, mais j'ai mis un détective privé, je sais où elle les a planqués, et on va les récupérer. Donc je le revois après pour la feuille de vérité, donc décembre 87, et on sentait déjà que la droite allait basculer, aux élections suivantes, ça allait basculer. Je le revois, les meubles étaient toujours là. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas récupéré hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et les meubles que Mme Chassagne. Mais qui vous a dit ça? Je ne vous ai jamais dit ça. Et à ce moment-là, il me dit, on ne fait pas l'opération parce que je trouve que ce n'est pas loyal. Vis-à-vis de mon actionnaire va changer dans 3 mois et ça ne serait pas loyal de lancer quelque chose maintenant. Il ne serait pas, voilà. Donc c'est tombé. Voilà. La fiche de paye, moi j'ai fait des fiches de paye, l'intégralité des charges, que ce soit patronal, que ce soit salarial, figurait sur les fiches de paye, et les salariés étaient parfaitement au courant. C'est François Hollande, alors je ne sais pas ce qui a été fait ces dernières années, François Hollande a fait une réforme de la fiche de paye et a sans doute fait disparaître une partie des charges. Ouais. Parce qu'il voulait masquer ce qui était prélevé. Mais pendant longtemps, les fiches de paye qu'on donnait aux salariés, il y avait l'intégralité des charges sociales patronales et salariales. Oui, mais alors, il y avait l'idée, c'était une feuille de paye, attendez, lisible. Ça, c'est illisible. Et c'est la conception. La différence entre charges sociales patronales et salariales, ça n'existe pas. Hein, c'est piqué. Et X fois, je vais dire à des dirigeants du CNPF, pourquoi ils se battent pour diminuer les charges. Ce n'est pas les entreprises qui paient les charges, c'est les salariés qui ont pris leur fric. En fait, ce qui veut dire, je pense, ce que vous voulez dire, c'est que si on met... Bon, parce que le salarié, lui, il voit salaire net et il pense que c'est son salaire, en fait. Oui. Mais si on met que le salaire, c'est plus salaire brut ou super brut, son salaire, c'est 2000. C'est ça qui est l'enjeu, en fait. Voilà. C'est pas de faire une fiche de paie lisible, c'est que le haut, ce soit salaire. En fait. Et que ça soit simple. Et qu'on ne fasse pas d'état de machasse. Je pense que voilà, c'est juste ça, c'est une question technique. Est-ce que vous avez des questions sur la stratégie plutôt que sur le détail de la fiche de paie? Ouais. Pour reprendre l'allégorie du jeu de Go, votre conseil, ce serait d'augmenter le nombre de pions et de marcher un peu masqué. Mais d'abord d'augmenter le nombre de pions. C'est-à-dire d'augmenter le réseau qu'on a et essayer de... C'est-à-dire concrètement sur un sujet très précis qu'on cible, on ne dit pas qu'on est des libéraux et on dit on va vous soutenir sur ce projet-là parce qu'il est compatible. Et grâce aux technologies actuelles, si vous voulez, vous pouvez, par exemple, sur l'école, si vous voulez, c'est invraisemblable, dans les écoles libres hors contrat, les écoles libres, soi-disant, sans contrat,
avec contrat. C'est exactement le système d'éducation nationale, donc c'est pas un système libre. Bon, mais les écoles, le petit secteur libre, continuent à enseigner comme on enseignait il y a 2000 ans. Mais alors qu'avec la fonction de l'école est complètement éclatée avec l'acquisition de connaissances qu'on peut avoir à Internet, etc. Donc, si vous voulez, il y a à mettre en place des systèmes grâce aux technologies actuelles, un système éducatif complètement révolutionnaire, en socialisant les enfants non pas à l'école, hein, et en formant les intelligences aussi, même pas à l'école. Il y a trois choses différentes. Il y a l'acquisition de connaissances, on n'a pas besoin de l'école. Il y a la socialisation, elle n'a pas besoin d'être dans l'école. Et puis il y a la formation des intelligences. Bon, ben ça, aujourd'hui, avec les technologies actuelles, on peut lancer des écoles complètement révolutionnaires. Et quand vous proposerez ça, eh bien, la pression sera tellement forte. Quand vous voyez c'est ce qui se passe actuellement dans l'éducation nationale. Ok. Pas d'autres questions là-dessus? Donc est-ce que ça veut dire concrètement que... Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de liberté de service? Comment les stratégies concrètement que vous mettiez en place, sur des exemples majeurs, ceux qui ont marché, peut-être quelques échecs aussi? Malheureusement, je ne vais vous parler que des échecs. Donc l'idée de liberté de service, si vous voulez, c'était d'abandonner l'arme politique et de s'appuyer sur l'arme juridique et médiatique. Donc à l'époque, en 86, quand j'ai lancé liberté de service, il y avait une concurrence des droits, hein, c'est-à-dire que entre les différents pays de l'Europe. C'est-à-dire que si vous avez la liberté de prestation de services en matière d'assurance en Angleterre, je vais prendre un exemple que j'ai donné tout à l'heure, en France, au moment où on a lancé l'ISF, les compagnies d'assurance sont obligées de déclarer au fisc la valeur de ce qui est assuré. Donc, voilà. Alors, j'ai appris, parce qu'un président l'a appris par BBA, son copain à table, et il lui a dit, écoute, si tu veux, j'ai appris, si tu veux, je te fais assurer par ma filiale anglaise. À l'époque, donc il suffisait de prendre une assurance en Angleterre, une assurance contre le vol, et l'assurance anglaise n'avait pas à dénoncer au fisc le montant, vous voyez. Donc on pouvait jouer, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan fiscal, de la concurrence des fiscalités et des concurrences d'augmentation. Et en 20 ans, les politiciens ont créé, de toute l'Europe, ont créé les différentes mafias, se sont mis en cartel, hein, pour ce qu'ils appellent l'harmonisation fiscale et l'harmonisation réglementaire. Donc les brèches qu'il y avait à l'époque, elles sont beaucoup moins nombreuses. Alors, celles qu'il y avait, et il y en a deux que je vous laisse parce qu'on peut encore faire des choses. Bon, alors par exemple, j'avais Liberté Service, c'était une agence de libertising, pas de lobbying. Hein. Alors je vais créer le concept de libertising. Le lobbyiste, c'est quelqu'un, un client du lobbyiste va voir son lobbyiste et lui dit voilà, l'homme de l'État est en train de m'écraser le pied, je vais avoir la gangrène, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors le lobbyiste va soulever le pied de l'homme de l'État qui va retomber sur le pied du voisin. C'est ça le lobbyiste. Bon. Le libertizer, c'était le client vient voir en me disant l'homme de l'État est en train de m'écraser le pied et je vais avoir la gangrène. Moi, mon boulot, c'est de couper la jambe de l'homme de l'État de façon à ce qu'il, non seulement il n'écrase pas le pied du voisin, mais qu'il n'écrase plus personne. Bon. Or, Liberté Service, j'ai gagné beaucoup d'argent, et chaque fois, ça s'est traduit par du lobbying. Alors, je vais vous raconter plusieurs exemples. Donc, il y avait, en France à l'époque, Air Inter avait le monopole du transport sur le territoire français, et Air France, international. Il y avait une compagnie qui était UTA, qui était une compagnie privée, et qui avait, elle, le transport en Asie, dans les pays excentriques. Avec le président d'UTA, qui s'appelait Lapôtre, nous avons attaqué le monopole d'Air France et d'Air Inter devant la Cour de justice européenne, devant la Cour de Luxembourg, et à la Commission à Bruxelles. Et le commissaire européen à la concurrence était un Irlandais très libéral, il s'appelait Peter Sutherland. On a créé exprès un prix du droit européen, l'information de la liberté, et on l'a décerné à lui. C'est le seul prix qui était décerné pour l'avoir. Et
Donc, on a obtenu qu'à fin janvier, je crois que c'était fin janvier, c'était le gouvernement Rocard, fin janvier 87 ou 88, je crois, ils allaient être condamnés. UTA appartenait à CEDU, au groupe CEDU. Un jour, je reçois un coup de fil un matin de l'apôtre me disant « Venez tout de suite avant 13h, parce qu'à 13h, je suis viré. Et que je vous paie votre chèque. » C'était un chèque qui me devait 1 350 000 francs. Donc je bois une bière, il me donne son chèque. Qu'est-ce qui s'est passé? CEDU a été voir Rocard en lui disant « Voilà, à la fin du mois, le monopole d'Air France et d'Air Inter, ça saute. Si vous ne voulez pas que ça saute, vous me rachetez UTA. » Et on ne dépose pas là. Donc, CEDU a vendu UTA très cher et ça n'a servi à rien. Bon. Autre chose, c'est arrivé après, si vous voulez. Mais après, il y a eu l'argumentation. Mon action à moi, ça s'est traduit par du lobbying. J'ai été bien payé, mais ça. On a. Un jour, je me retrouve. C'était le pot de début d'année de Madeleine au ministère de l'Industrie, et il était en train de parler avec Fourtou, qui était président de Rhône-Poulenc. À l'époque, le Gaz de France avait le monopole de la distribution du gaz naturel. Et vendait son gaz naturel en France à un prix beaucoup plus élevé que le prix international. Et Fourtou demande dit à Madeleine, tu vas être viré dans quelques mois, parce qu'on s'attendait que le droit serait viré en 1988. En attendant, est-ce que tu peux donner instruction à Hugues, je crois, le président de Gaz de France, qui me fournisse mon gaz au prix international? Ce qu'il a fait. Alors moi, je prends Fourtou, à part, je lui dis, mais écoutez, c'est très bien, ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas, vous ne donnez pas un contrat, on va s'attaquer au monopole de Gaz de France sur le gaz naturel. Donc, j'ai eu un très beau contrat de Rhône-Poulenc. On a fait travailler le professeur de Coq et le professeur Drago. Ils ont travaillé sur les textes, tous les travaux parlementaires au moment qui ont précédé le monopole de donner à Gaz de France en 1946. Et à l'époque, le gaz naturel n'existait pas. Donc ce monopole, c'était sur le gaz combustible. Et nos petits bureaucrates, là, ils ont gratouillé et ils ont étendu à gaz naturel. Donc, il n'y avait pas de monopole de gaz naturel. Et donc, là, on dit à Fourtou, bon, ben, vous pouvez acheter. Les producteurs de gaz naturel ne veulent pas vendre. Alors, le professeur de Coq et le professeur Drago ont envoyé leurs 2 fils faire une enquête qui a duré 6 mois en Europe pour constater qu'il y avait une entente entre les fabricants de gaz naturel en Europe qui ne voulaient pas qu'en matière de gaz naturel, il se passe la même chose que pour l'essence, où grâce à Leclerc, il y a eu une concurrence sur le marché français. Ça. Et donc, ils avaient passé un accord pour passer uniquement par Gaz de France, de façon à avoir la paix. Donc, donc je vais voir mon Souterland avec tout le dossier, et Gaz de France allait être condamné. Eh bien, Fourtou a été voir le président de Gaz de France en lui disant, voilà, moi c'est moi qui fixe les prix. Sinon, je lâche les chiens. Et donc, le monopole est resté, parce qu'on là aussi, on a fait du lobbying et pas du libertarisme. Alors, il y a deux choses qu'on n'a pas faites et qui peuvent être utilisées aujourd'hui. Enfin, si l'état de l'argumentation le permet, et qui sont très importantes en matière fiscale. On m'avait demandé d'étudier si on pouvait faire condamner l'ISF devant les tribunaux européens. Bon, c'est pas possible. Et c'est pas possible. En revanche, devant la Cour de justice à Strasbourg, la Cour de justice est chargée de condamner les atteintes par les États aux droits de l'homme. Et aussi bien le juge français que le commissaire français me disent, que j'ai vu séparément, me disent, nous, en 1949, quand ça a été créé, les hommes de l'État ont exclu du champ de compétences de la Cour le domaine fiscal et douanier. Or, les atteintes, aujourd'hui, aux droits de l'homme, on ne torture plus personne dans les prisons en France ou en Europe, c'est en matière douanière et en matière fiscale que sont les atteintes. Et eux essaient, par la bande, de faire introduire le champ fiscal dans leur champ de compétences. Et ils m'ont dit tous les deux, il y a quelque chose qu'on peut faire abroger tout de suite,
c'est l'obligation qu'on a en France quand vous avez un litige avec l'administration fiscale, vous pouvez attaquer, mais il faut que vous payiez d'abord. Donc le fait, vous faites une caution, vous payez d'abord. Le fait de payer avant d'être jugé est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, et comme ça tient de la loi, si vous nous déposez un dossier, on fait sauter tout de suite ça. Et vous imaginez tout le contentieux fiscal, parce qu'aujourd'hui, plutôt que de payer, hein, on s'arrange avec le fisc, on transige. Bon, si on n'a plus à payer, et comme il faut à peu près que le Conseil d'État, il faut 20 ans pour que soit jugé, vous imaginez l'encombrement de tous ces bureaucrates administratifs, de ces tribunaux administratifs, vous serez jugé dans 30 ans, et entre-temps, il y aura 3 fois le changement de législation. Enfin bon. Et donc ça ouvre complètement le contentieux fiscal qui n'existe pas en France. Et ça, alors, je suis revenu vers mon client qui m'avait financé pour ça, je lui ai dit, bon, l'ISF, c'est pas possible, mais on peut faire ça. Et donc, vous paierez, si vous avez une emmerde sur l'ISF, bon, ben, vous passerez, avant que ça monte, vous montrez jusqu'au Conseil d'État, dans 35 ans, il n'y aura peut-être plus d'ISF à ce moment-là, c'est fini. Bon. Et il a eu peur, comme finançant, en plus il était administrateur de l'IGA des services, que ça remonte jusqu'à lui et qu'il ait un contrôle fiscal. Donc ce que je lui avais dit, vous me donnez 50 000 balles, et moi je vais trouver un clampin qui va accepter de ne pas payer un impôt, et on va lui dire, tu paies la caution, moi je lui paie la caution, il n'a pas voulu. Voilà. Donc ça, je vous laisse ça. Hein, et ça, c'est à approfondir, parce que ça, c'est un beau jeu. Il y en a un deuxième alors? Alors le deuxième, c'est m'est arrivé avec, j'avais terminé divers services, je gagnais beaucoup d'argent, mais comme je faisais du lobbying, c'était pas mon but, et j'ai décidé d'arrêter, et de repartir dans les affaires. Bon. Et un jour, j'ai un coup de fil d'un ami qui me dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de recevoir les prêtres de Saint-Pédis? Pourquoi des prêtres de Saint-Pédis? Oui, parce qu'il y a une atteinte à la liberté qu'il faut que vous les receviez. Alors, je reçois dans mes bureaux 3 prêtres, 2 prêtres en soutane, format de rugbyman, très sympathique, et qui m'explique la chose suivante. Il me dit, voilà, quand nous vivons de dons, des donateurs qui font des dons, et on était une association cultuelle de la loi de 1909, je crois, donc nous sommes habilités à recevoir des dons. Mais il faut avoir un statut d'association de loi de 1909 pour être habilité à faire, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut en plus qu'il y ait l'accord du préfet, au cas par cas. Et il me dit, nous avons eu l'accord du préfet sans aucun problème, toujours, jusqu'au moment où il y a eu, Monseigneur Lefebvre a ordonné 3 évêques. Donc il y a eu un schisme à ce moment-là. Et depuis qu'il y a ce schisme, le préfet bloque les donations, et nous avons 23 testaments en suspens, parce que le préfet nous dit, alors, si vous êtes catholique, on va demander l'accord de Monseigneur le Siger. Si vous n'êtes pas catholique, alors dites que vous êtes protestant. Alors dites que vous êtes protestant. Alors il dit non, nous sommes catholiques. et alors, c'est exactement. Alors, on va étudier ça. Et j'avais, comme avocat, Maître Monod, protestant, une famille protestante d'origine suisse, et comme conseiller d'État qui m'aidait, Maître conseiller d'État Tessier-Ducrot, grande famille protestante des Cévennes. Bon. Alors je pose le problème à Tessier-Ducrot, il revient, conseiller d'État, il revient au bout de 15 jours en disant le Conseil d'État est en pleine révolution, parce qu'on vient de s'apercevoir que la constitution, la réglementation religieuse et associative en France, c'est celle de Staline en 1936. Hein, et que tout le régime associatif et religieux français est condamnable en vertu de l'article 16 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il me dit, invitez-moi les 2 prêtres et leur notaire. Alors, réunion dans les bureaux, le conseiller d'État était là, avec la Convention européenne des droits de l'homme, le notaire, qui était un monsieur frileux, et puis les 2 balabards de part et d'autre. Et alors, le conseiller d'État dit au notaire, écoutez, maître, on me dit qu'il y a 23 successions que vous n'avez pas liquidées. Oui, c'est ça, monsieur. Alors, c'est probablement que
les donateurs étaient gâteux, il y a eu des pressions sur... Oh, pas du tout, je les connaissais très bien, ils ont fait leur don de leur vivant de manière complètement consciente. Là. Ah bon, donc le donateur, pas de problème. Alors le bénéficiaire du don, alors il prend la... Donc, vous n'avez pas pu le donner parce que M. l'abbé Aulagnier porte atteinte aux bonnes mœurs. Oh, parce qu'il est à la tête d'une banque d'organisation. Oh, parce que la liberté est de droit, sauf atteinte aux bonnes mœurs, bande organisée. Enfin, alors, le donateur, les donateurs sont parfaitement conscients, les bénéficiaires ne rentrent pas du tout dans ce cadre, donc vous ne faites pas votre boulot. Et je conseille au père, à l'abbé Aulagnier et l'abbé l'autre, de porter plainte contre vous. Mais monsieur le conseiller d'État, c'est parce que le préfet... Ne vous inquiétez pas. On va porter plainte contre vous et vous allez dire, je ne peux pas le faire parce que le préfet, et on va faire immédiatement monter ça à Strasbourg, à la cour de Strasbourg, et toute la législation française va tomber. Et parce que c'est ce qui est vrai, c'était vrai aussi pour la liberté d'association. Il n'y a pas d'accord préalable à avoir. Bon. Eh bien, je ne l'ai plus jamais revu. Ce que j'ai su, c'est que le notaire a été voir le préfet et lui a dit, hop, vous m'autorisez, mais tant pis, sinon on lâche les faux. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez un régime qui est celui de Staline et qui a permis, si vous voulez, en 1908, de chasser toutes les communautés religieuses de France, etc. Et voilà, la loi est toujours là. Il suffit d'un décret, vous commencez demain. Alors si ce n'est pas le comité religieux, ça sera autre chose. Enfin, voilà. Alors ça, c'est deux chantiers que je n'ai pas épuisés, mais sur lesquels il y a des choses qui sont très intéressantes. D'accord. Est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, la liberté est vraiment en jeu à l'heure actuelle, et qu'à l'heure actuelle, avec toutes les mesures qui sont prises, les différents gouvernements au niveau européen vont essayer de tout contrôler? Oui, mais vous savez, les libertés sont vraiment en jeu. Ah oui, elles sont en jeu. Vous avez, par exemple, c'est très intéressant de voir ce qui se passe à l'éducation nationale. Hein, l'éducation nationale, c'est le type même de bloc soviétique en France. Vous avez un ministre qui veut faire des choses qui vous paraissent bonnes. Hein. Il veut que les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter. Ça paraît... bon, il n'obtiendra rien. Hein, il n'obtiendra rien parce qu'il veut faire et il ne fera rien. Mais au même moment, il y a une disposition qui a fait passer l'obligation scolaire de 6 ans à 3 ans. C'est-à-dire que les hommes de l'État s'emparent des enfants à partir de l'âge de 3 ans. Deuxième disposition, et aucune réaction. Imaginez si on avait eu la chance d'avoir Belkacem, vous avez vu la réaction que ça aurait été? On a dit on va confier nos enfants à Belkacem? Bon, jamais. Bon. Ensuite, deuxième disposition, dans les maternelles d'écoles hors contrat, hein, des maternelles complètement libres, obligation d'avoir un enseignant, enfin un moniteur, disposition de la licence. Donc non seulement obligation d'avoir une licencié dans la maternelle. Donc non seulement on va faire des enfants auvergnats à partir de 3 ans, mais en plus on va être assuré que le formatage soit assuré par des gens formatés par vous-même, par l'État. Et ça, c'est passé, ouais. Et alors là, il veut bien faire, hein, apprendre. Alors il laisserait la liberté. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, des écoles non publiques peuvent aller dans le privé qu'il y a 25%. Bon. Il ferait passer ces 25% à 30% ou 35%, il n'y a rien à dire. Bon, et les parents iraient, et en disant, en n'obligeant pas les écoles privées sous contrat ou hors contrat d'utiliser l'enseignement de l'éducation nationale. Donc il y aura des écoles libres qui apprendront aux enfants à compter et à lire et à écrire. Bon, et puis qui utiliseront telle méthode plutôt qu'une autre. Voilà. Très bien. Peut-être, si aujourd'hui vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a 20-25 ans pour faire avancer les idées de liberté, ce serait lequel? C'est la dernière question. Si vous voulez,
je ne vais pas donner un conseil de choses que je n'ai pas faites. Si vous voulez. La solution de facilité, c'est de foutre le camp. Hein? Oui, si on veut changer les choses. Alors, si vous voulez changer les choses, je crois que ce qui est indispensable, c'est que vous ayez une activité qui soit rentable. Vous soyez libre. Donc, et si vous voulez vous consacrer au combat libéral, il faut que vous y consacriez à temps plein. À temps plein en étant libre. Oui. Mais vous me donnez un conseil, je vous le donne. Hein, je vous le donne. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, l'argent, il y en a plein. Non, c'est pas ma question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible d'arriver à fédérer l'ensemble des associations libérales? Surtout pas. C'est de la connexion. C'est surtout pas. Surtout pas. C'est une perte de temps. Non, mais. Mais pas. Faites. Enfin, le jeu de go. Oui, chacun a son projet. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Tu avais une objection par rapport à consacrer. Non, mais en se fait, consacrer à plein temps. ça voudrait dire gagner de l'argent et en même temps mener le combat libéral. Donc, c'est-à-dire, à travers son travail, trouver un métier, en quelque sorte, qui à la fois nous enrichit personnellement. Oui, qui est lié. Mais par exemple, regardez, prenez tous les. Enfin, je ne sais pas, vous êtes dans les réseaux libertariens. Regardez. Moi, je pensais à une chose. Quand vous regardez les leaders libertariens, il y a, qui sont dans Wikipédia, au moins un tiers, c'est des acteurs de cinéma ou des producteurs ou des dessinateurs. Bon. Si vous allez voir Depardieu et vous faites un film avec Depardieu, vous faites un film avec Depardieu et vous gagnez beaucoup d'argent, un film libéral. Hein, mais ça ne s'appelle pas un film libéral. Bon. Vous voyez, il y a un type qui est un dessinateur qui fait des trucs marrants. Pour que ça soit international, vous faites un dessin, vous avez une caricature du politicien, du bureaucrate, du journaliste, et du juge, hein, et puis vous avez à côté le pauvre entrepreneur et puis l'homme de la rue, hein, qui sont plumés tous les deux. Bon, vous arrivez à faire un Astérix et Obélix, et que vous faites dans toutes les langues. Bon, et là, vous gagnerez beaucoup d'argent, et vous rendrez des services. Et vous n'avez pas parlé de libéralisme. Et vous, hein? Parler de liberté. Il faut faire. Ne parlez pas, faites les choses. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il est 9h déjà. Si vous voulez, on va peut-être continuer un peu la discussion. J'espère que ça vous a intéressé. La prochaine conférence, c'est sur la cause animale, le 23 mai. Voilà.